Bonjour Fred. Salut Olivier. Alors aujourd'hui, on va faire l'actualité sur les licenciements massifs dans la tech. Ensuite, vous aurez notre dossier spécial sur le CRO, comment survivre à l'après Google Optimize. Enfin, on fera nos habituels top et flop. C'est parti. Alors dans l'actualité, on parle beaucoup des licenciements massifs des grands acteurs de la tech. Fred, qu'en penses-tu? Alors déjà Olivier, ravi de te retrouver, hein. Les actualités, il y en a eu un paquet depuis le dernier papy du web, mais voilà, on a pris de bonnes résolutions, donc on réattaque à fond. Alors en effet, on a depuis le début de l'année là, connu un nombre de licenciements supérieur à toute la période Covid. C'est évidemment massif. Ça va avoir évidemment des conséquences dans notre industrie. Euh, la première conséquence, ça va être un besoin accru. Alors tout ça est drivé évidemment par un besoin accru de rentabilité qui va impliquer pour les clients de bien mieux surveiller la tarification des services qu'ils utilisent des géants de la tech. Que ce soit les hyperscalers, donc les plateformes cloud, que ce soit les services qu'ils utilisent divers et variés, SaaS, par exemple Shopify, je crois, a annoncé des augmentations de tarifs assez conséquentes, hein, de l'ordre de 30%, je crois. Stripe a annoncé tout récemment également des augmentations importantes, la fin de plein de modèles gratuits. Donc on va avoir là une pression sur la rentabilité qui va être très forte. On voit aussi, je pense, ce besoin de recherche de rentabilité, un recentrage des acteurs sur leur cœur de métier. Et ça concerne des gros. Oracle a décidé d'arrêter le e-commerce. Donc, pour un ancien ATG, j'imagine que tu verses une La fin de petite larme. Commerce Cloud, on a La, du mal à s'en remettre, mais voilà, oui, c'est vrai. la fin d'une époque. SAP, nouvelle un petit peu plus confidentielle, mais arrête d'investir sur le PIM, sur le métier du PIM avec le PCM. Et on a là aussi dans la logique de recentrage, on a une diminution très forte des fusions-acquisitions. On va prendre un des plus gros acheteurs du marché qui est Salesforce, qui depuis 2018 faisait 3 rachats par an à peu près en moyenne, dont des très gros. Et depuis décembre 2020, il n'y a plus aucun rachat qui a été fait par Salesforce. Donc il y a un besoin d'aller rationaliser tout ça. Alors, est-ce que ça Euh, peut avoir un impact positif, ce recentrage, peut-être sur la R&D ou sur l'écosystème en général? oui, ça va avoir un impact positif. Le premier, ça va être d'étendre le marché de l'emploi, qui était devenu, dans les époques post-Covid, un petit peu n'importe quoi, où il y avait de la tension sur des profils importants, pas toujours de manière totalement justifiée. Et puis le deuxième impact, c'est la fin de la forme de concurrence déloyale qu'on connaît sur le marché, qui se matérialise par des startups qui investissent à perte pour développer des services. Et quand vous êtes client final ou que vous êtes acteur du service, concurrencer un acteur qui produit un service à perte, ça déstructure nécessairement le marché et ça ne tient pas éternellement. Donc on a en effet cet effet positif qu'on espère sur la période à venir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet du CRO, Conversion Rate Optimization, plus spécifiquement de l'actualité liée à la solution d'A/B testing de Google qui se nomme Google Optimize. Alors, dans les 20 et quelques prochaines minutes, on va passer sur différents points. Je vais d'abord vous parler revenir sur l'annonce récente qui a été faite par Google, les implications de cette annonce pour les utilisateurs actuels de Google Optimize. Et puis, on évoquera ensemble différents points à avoir en tête si vous cherchez une solution de remplacement. Enfin, on commentera les étapes à prendre en compte pour établir un plan d'action. Voilà, c'est parti. Alors, vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité récente de Google Optimize. Si c'est votre cas, sachez, pour résumer les choses, que Google a annoncé récemment que la solution était en fin de vie et qu'en tout état de cause, elle serait complètement arrêtée en date du 30 septembre 2023, soit dans moins de 6 mois. Qui est concerné et quelles sont les conséquences?
Alors, vous savez sans doute qu'il y a deux versions de Google Optimize. Il y a une version gratuite qui a quelques limitations, mais qui a la vertu d'exister et qui a permis à beaucoup de personnes et à beaucoup d'entreprises de faire les premiers pas sur des A/B tests. Et puis il y a la version dite entreprise, qui est la version payante, donc Google Optimize 360. Les deux versions, gratuites et payantes, seront arrêtées à la date du 30 septembre. Après la date du 30 septembre, donc, il sera plus possible, évidemment, de créer des nouvelles campagnes d'A/B test, mais ça veut dire aussi que les campagnes qui sont en cours, qui devraient se terminer après le 30 septembre, vont s'arrêter de fonctionner. Vous n'aurez pas le résultat. Si c'est votre cas aussi, si vous avez des personnalisations qui sont actives en ce moment sur vos sites web, elles s'arrêteront de fonctionner. Donc là, ça va être un point d'attention, parce que souvent, ces personnalisations existent et on a oublié qu'elles fonctionnent, et elles sont parfois un peu en mode Shadow IT, donc il va y avoir un travail à faire pour les recenser et pour les lister. Après la date du 30 septembre, donc, la solution Google Optimize ne sera plus accessible, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus consulter les résultats des campagnes passées, vous ne pourrez plus consulter les stats ou exporter des stats, mais non plus, vous ne pourrez plus accéder aux configurations des différentes campagnes, et donc ça sera impossible d'exporter des codes CSS ou les codes JavaScript des différentes variations. Donc si vous voulez exporter ces codes JavaScript et CSS, il faut le faire en tout état de cause avant le 30 septembre. Alors maintenant, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Google a décidé d'arrêter Google Optimize. Alors bien évidemment, on n'est pas dans les secrets des dieux, on n'est pas chez Google, mais on peut quand même souligner qu'avec le temps, la couverture fonctionnelle de Optimize allait en diminuant face aux solutions concurrentes qui viennent des pure players du testing. Premièrement, Google Optimize, c'est principalement et quasi uniquement des tests web en client-side, c'est-à-dire qui fonctionnent via l'injection de code JavaScript et CSS directement dans le navigateur. Il n'y a pratiquement pas de support pour les tests server-side dans Google Optimize. Or, vous savez, si vous avez un petit peu de culture A/B testing, que tous les types de tests ne peuvent pas être réalisés en client-side. En client-side, on peut modifier ce qui est présent dans le navigateur, et c'est un petit peu tout. Si vous avez par exemple besoin d'essayer de changer un ordre de tri dans une page liste produit, pour mettre un tri qui soit par taux de marge ou pousser des slow movers en tête de page, etc., ça, c'est des tests qui doivent être effectués en server-side, et il n'y a pas de support pour ça dans Google Optimize. Enfin, on est en 2023, donc il y a une partie très importante du trafic qui est du trafic mobile, et puis il y a une partie qui est les applications mobiles en elles-mêmes, et il n'y a pas de support pour les tests d'applications mobiles, je ne parle pas de mobile web, mais d'applications mobiles natives dans Google Optimize. Chez Google, pour le test des applications mobiles natives, il faut se tourner du côté de Firebase, donc il y a des fonctionnalités d'A/B testing, en particulier à travers son remote config. Le remote config, au final, c'est une sorte de feature flipping. Donc on voit bien que la couverture de Google Optimize allait en diminuant, et pour revenir dans la compétition, Google aurait dû sans doute investir assez fortement dans Optimize, alors que c'est sans doute pas à l'ordre du jour chez eux. Il faut se souvenir aussi que, tout comme Google Analytics ou comme GTM, Google Optimize sont des solutions qui, chez Google, appartiennent à la plateforme GMP, donc Google Marketing Platform. Et le nerf de la guerre chez Google pour GMP, c'est le volume plutôt la dépense média sur du média paid pour des campagnes, que ce soit des campagnes YouTube, du display ou bien sûr du search ads. Autant les sujets d'acquisition de trafic sont fortement corrélés à du media spend, autant ce qui se passe sur le site et l'amélioration de l'UX et de la conversion une fois que l'acquisition est faite et qu'il y a du trafic sur site, ça a sans doute assez peu d'impact sur le media spend, et donc on peut supposer que, de fait, ça fait qu'Optimize n'est pas vraiment une priorité stratégique de Google pour GMP. Alors, vient maintenant la question de trouver une solution de remplacement. Comment procéder et sur quoi est-ce qu'on voudrait attirer votre attention? Premièrement, ne vous précipitez pas à contacter les éditeurs et à demander d'avoir une démo. Faites déjà quelques étapes préalables et préparez-vous avant de contacter les éditeurs et éventuellement demander des démos. La première chose, c'est de faire un état des lieux sur vos usages, donc de lister les types de campagnes que vous avez fait récemment, quel type de campagne, quel volume de campagne, et qu'est-ce que vous projetez de faire dans le futur. Donc, pour se projeter dans le futur, vous allez lister les fonctionnalités, et en particulier les fonctionnalités
que vous n'aviez pas dans Optimize et dont vous avez peut-être rêvé. Donc faites votre liste au Père Noël. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas dans Optimize et que vous voulez privilégier? C'est aussi le moment de se poser la question au sujet des tests server-side et dans une autre mesure des tests d'application mobile, parce que ça ne fonctionne pas vraiment pareil, c'est pas les mêmes cycles que pour du test client-side, hein. On ne peut pas simplement prendre un JavaScript et puis le modifier à la volée, etc. Surtout pour les tests d'application mobile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça vaut le coup de se poser la question de est-ce que vous êtes équipé en termes de ressources, de skills, d'équipe pour faire des tests server-side et aussi pour faire des tests d'application mobile. Si vous pensez que vous n'avez pas ni les équipes, ni la maturité, ni le temps pour faire ça, concentrez-vous sur une solution qui vous apportera la possibilité de faire des tests AB, client-side, tout comme Optify. Vient maintenant la fausse question du coût de licence et en revanche la vraie question du budget. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors oui, c'est toujours plus compliqué dans l'approche d'utiliser une solution d'éditeur, une solution payante qu'une solution gratuite, puisque la solution payante, il faut gérer un contrat, des dates d'échéance, un référencement fournisseur, etc. Mais résumer ça au prix de la licence, à mon sens, c'est passer à côté de la question et c'est surtout un manque de maturité sur l'approche CRO. Pourquoi? Simplement parce qu'à mon sens, le coût de licence d'une solution n'est qu'une des composantes de tout le budget autour d'une démarche de CRO et de testing. Déjà, il ne faut pas uniquement une solution d'AB test, mais il va vous falloir des solutions d'analytics, des solutions d'analytics UX, et puis il va falloir des gens pour opérer tout ça. Donc des analystes, des spécialistes du UX, des développeurs front, éventuellement des développeurs back, si vous faites des variations en server-side. Voilà, donc il y a tout un budget de fonctionnement d'une équipe à monter, et là-dedans, le coût de licence de la solution d'AB test, à mon sens, n'est qu'une composante, pas forcément mineure, mais n'est qu'une composante. L'idée ici, c'est, dans une démarche CRO, c'est de sortir de la performance commerciale. On n'est pas à limiter des coûts de dépenses opérationnelles, on vise à aller chercher de la performance. Donc on est dans une logique d'investissement avec un ROI, quoi. Voilà. On va regarder maintenant ce qui se passe en termes de critères de choix, et on va commencer par les critères de choix techniques. C'est peut-être ceux qui vous intéressent en tout premier lieu. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? En premier lieu, ce qu'on vous conseille de faire, bien évidemment, c'est de vous intéresser à la compatibilité des solutions que vous allez envisager avec votre environnement technique. C'est votre environnement technique au sens large. La solution d'analytics, est-ce qu'il y a une intégration existante ou pas? Est-ce qu'il y a moyen d'observer et d'analyser les résultats de campagne dans votre solution d'analytics habituelle en ayant la finesse de à quelle campagne et à quelle variation a été exposé tel ou tel segment d'utilisateurs. Dans l'environnement technique, il y a bien sûr la CMP, donc la Consent Management Platform. Pour rappel, en France, la CNIL a précisé que les tests AB, à part les tests AB de fonctionnement, mais les tests AB dont des objectifs d'amélioration commerciale et de CRO doivent être soumis à un consentement explicite, donc au recueil de consentement dans la CMP. Compatibilité avec votre CRM ou votre CDP. Si vous voulez faire des activations sur certaines segmentations dont vous disposez déjà dans le CRM ou dans la CDP, voilà, c'est encore une chose à prendre en compte. Et puis, pour certaines organisations, l'accès à la plateforme d'AB test pour les utilisateurs internes ou pour les prestats doit passer par le SSO ou par des mécanismes d'authentification forts. Donc, vérifiez aussi ces aspects avec les solutions que vous allez envisager. En second lieu, c'est vérifier la compatibilité avec vos frameworks de développement. Alors, pour ce qui est des applications de type SPA, ça pose pas trop de problèmes maintenant. En revanche, vous pouvez utiliser parfois des frameworks exotiques et c'est toujours bien de se renseigner auprès de l'éditeur qu'ils ont des références ou un existant ou qu'ils savent comment fonctionner avec tel ou tel framework de développement qui peut être un peu exotique. Regardez aussi les types de campagnes qui sont supportées par les solutions que vous allez envisager. Alors, le truc de base, c'est les campagnes d'AB test, mais au-delà de ça, il y a des fois où on peut avoir besoin de campagnes par split, ou appelées également campagnes par redirection ou redirection d'URL. Plus rarement, des campagnes en MVT, donc du multivariant testing, c'est plus rare, et il faut savoir que c'est plus compliqué parce qu'il faut des audiences plus larges, étant donné qu'on dilue les audiences dans un nombre de combinaisons de variations
qui peut vite être géométrique, et donc ça augmente d'autant les durées de test. Donc c'est plus rare les campagnes MVT, mais sachez que ça existe aussi. Et puis aussi les campagnes multipages, donc c'est des campagnes qui vont enchaîner plusieurs pages de façon cohérente. Donc ça peut être le cas sur des tunnels de conversion, par exemple, qui s'étendraient sur plusieurs pages, /checkout 1, checkout 2, checkout 3, et on voudrait avoir des variations cohérentes entre ces enchaînements de pages. N'oubliez pas non plus de regarder comment fonctionnent les personnalisations et les possibilités de personnalisation. C'est un des cas d'usage importants aussi des solutions d'A/B test. Un autre sujet aussi, ça va être les possibilités de créer des variations, soit avec un éditeur visuel, le fameux WYSIWYG, le What You See is What You Get, ou avec un éditeur de code. Alors, on reparlera de ça, mais rapidement, si vous avez un peu de maturité sur les sujets des A/B tests, vous savez que pour faire des A/B tests sérieux, rapidement, les éditeurs visuels avouent leurs limites et on doit passer par des éditeurs de code. Donc ça vaut le coup de regarder comment fonctionne l'éditeur de code. Est-ce que c'est simplement pour copier-coller du code qu'on aurait développé ailleurs, ou est-ce qu'il peut y avoir autour quelques fonctionnalités un peu sympas pour les développeurs, comme la gestion de version de ces différents codes de variation, etc. Certaines solutions proposent des bibliothèques de widgets préexistantes et qu'on peut configurer. Alors, si vous connaissez, si on a déjà parlé ensemble de CRO d'A/B test, vous connaissez sans doute ma position là-dessus. Je considère que c'est pas très important, ça marche bien en avant-vente, mais que dans la vraie vie, sur des vrais tests, on va rarement avoir des tests qui vont pouvoir rentrer dans utiliser tel ou tel widget préconfiguré. Plus souvent, ça va être du développement spécifique qui peut être parfois assez lourd si on a besoin de créer un sticky add to cart. Voilà, c'est complètement custom, c'est du code custom qu'il va falloir écrire. Un autre critère à regarder, c'est les possibilités de reprise de l'existant, et en particulier de reprise de l'existant pour ce qui concerne les personnalisations. Donc ces personnalisations que vous avez qui fonctionnent sur vos sites actuellement et qui fonctionnent par code, ça vaut le coup peut-être par échantillonnage, d'en prendre 3 ou 4, et puis de faire un test avec les plateformes que vous envisagez pour voir si il y a moyen de reprendre facilement ces personnalisations, ou bien si vous allez devoir les redévelopper ou les recréer from scratch. 2 critères qui sont souvent négligés sont les critères de ciblage de déclenchement, premièrement, et ensuite le critère autour des KPI et des objectifs. Je vais insister là-dessus. Donc, les critères de ciblage et de déclenchement, vous saviez que c'était une limitation dans Google Optimize gratuit. On ne pouvait pas utiliser des ciblages basés sur des audiences de Google Analytics. C'était limité à la version payante de Google Optimize. Si vous voulez être un petit peu mature et faire des tests un peu précis sur tel type d'audience, par exemple des gens qui sont dans tel niveau de votre programme de fidélité, ou des gens qui sont marqués dans votre CRM comme étant tel ou tel persona, mais vous allez avoir besoin d'avoir des critères de ciblage qui vont aller au-delà de « je m'intéresse à toutes les personnes qui ont vu telle page ou tel type de page au cours de la session ». Ça, c'est vraiment la base. Critères de déclenchement aussi, c'est à partir de quel moment l'expérience se déclenche. Par exemple, si on veut afficher une pop-in pour une promo ou un code promotionnel ou quelque chose comme ça, on peut avoir besoin d'avoir des critères de déclenchement qui sont complexes et qui sont multicritères, qui seraient par exemple « je m'intéresse aux sessions qui ont duré plus de 1 minute 30, qui ont vu au moins 2 pages produits et qui n'ont pas encore mis de produits au panier ». Voilà, ça peut être des critères de déclenchement qui peuvent être complexes, donc vérifiez les possibilités offertes par les différentes solutions à ce niveau-là. Et enfin, alors je crois que j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est trop souvent négligé, c'est la définition du KPI, et en particulier du KPI primaire de l'A/B test. Vous savez que le succès ou l'échec d'un A/B test est mesuré de façon statistique, avec des règles statistiques, soit avec un modèle bayésien, soit avec un modèle fréquentiste. Maintenant, à peu près toutes les solutions fonctionnent avec du bayésien. Et donc, il y a une KPI et une KPI unique, qui est la KPI principale, qui permet de définir si votre test a été concluant ou pas de façon d'un point de vue statistique, et si on a observé ou pas une amélioration, donc un uplift ou pas sur ce KPI. Donc, les possibilités de KPI, de choix de KPI et la finesse des choix de KPI, c'est vraiment crucial pour le succès de vos tests, de vos A/B tests, et globalement pour le succès de toute votre démarche de CRO. Contrairement à, encore une fois, à une idée reçue un peu rapide, CRO, même si ça veut dire Conversion Rate Optimization,
Rares sont les cas dans lesquels on va faire des A/B tests dans lesquels le KPI sera la conversion. On va s'attacher à des KPI UX qui vont être proches, très proches en termes d'UX, proches en termes de clics, de ce que vous aurez modifié dans cet A/B test. Donc, avoir une finesse dans la définition des KPI, à mon sens, c'est quelque chose de primordial. Maintenant, on va évoquer quelques critères de choix qui sont pas simplement techniques. En premier lieu, la facilité de prise en main de la solution. Alors, vous avez à peu près 6 mois devant vous. Vous avez le temps d'organiser des démos ou plutôt d'avoir accès à des solutions en version évaluation. Et c'est bien de les mettre entre les mains de certains de vos utilisateurs chevronnés dans vos équipes ou chez vos prestataires pour prendre leur feedback et de voir comment ils appréhendent la chose. Alors, au-delà de simplement dire j'aime bien, j'aime pas les menus, etc., prenez le temps de vous intéresser à la facilité de réaliser des tâches plus complexes que simplement une configuration de campagne. Je crée une campagne, j'ai le wizard en 6 ou 8 étapes, je définis telle et telle chose, l'audience, le KPI, etc., blablabla. On est sur du wizard, il n'y a pas grosse différence d'une solution à l'autre, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Intéressez-vous plutôt sur des fonctionnalités avancées et complexes et des choses qui peuvent faire perdre du temps, comme par exemple comment on réalise une recette, comment se passe la phase de QA avant de lancer une campagne en live, en production. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui peut être intéressant à regarder dans le détail et pour comparer les solutions. Autre critère non directement technique, c'est la disponibilité de support technique local fourni par l'éditeur, donc local, sur les géographies sur lesquelles vous opérez, donc principalement la France, on va dire, en français, leur disponibilité, leur réactivité. Est-ce que cet éditeur, dans le cadre du contrat, va vous mettre à disposition une ressource de CSM dédiée? Quel est le volume de documentation auquel vous pouvez avoir accès? Est-ce qu'il y a des e-learning, des vidéos, des choses que vos équipes vont pouvoir consommer? Est-ce qu'il y a des parcours de certification, etc., etc. Enfin, quelle est la disponibilité de compétences sur le marché et quelle est la disponibilité de compétences chez vos prestataires actuels, éventuellement, si vous reposez sur des prestataires pour votre démarche de SEO. Et puis, on ne peut pas le négliger, est-ce que cette solution, qu'est-ce que ça donne en termes de compliance, en particulier vis-à-vis de GDPR? Voilà, on manipule de la donnée, on a des identifiants uniques d'utilisateurs qui vont être stockés dans des plateformes. Éventuellement, ça va capter des actions qui ont été faites par des internautes. Quelle est la nationalité de l'éditeur? Où sont stockées les données? Est-ce que ces éditeurs sont soumis à des législations type Cloud Act ou FISA 702 américaine? C'est le moment de se poser ces questions. Voilà, quand vous allez vous pencher sur les solutions de remplacement, si vous allez voir la page de support de Google au sujet de Google Optimize, vous allez voir qu'il y a 3 heureux élus. Voilà. Donc, bizarrement, Google met en avant 3 éditeurs, alors bien connus, dans l'ordre alphabétique, A/B-Testy, Optimizely et VWO. Alors, pourquoi ces 3-là et pourquoi pas d'autres? Si vous lisez le petit commentaire en bas, on peut supposer que Google a travaillé plus étroitement avec ces 3 éditeurs pour préparer des API avant d'ouvrir ces API plus largement à l'ensemble des éditeurs. Donc les autres éditeurs très connus du domaine que sont Chameleon ou Adobe avec Adobe Target auront aussi accès à ces API, mais pour l'instant, ces 3-là sont mis en avant par Google. Alors, il y a eu une rumeur au tout début concernant GA4 qui consistait à dire que Google Analytics 4 allait à terme prendre des fonctionnalités d'A/B testing pour en quelque sorte remplacer Optimize. Ça a été écarté depuis et ça ne sera pas le cas. Ce qui va arriver, c'est que comme par le passé, il y aura dans la solution analytique de Google, donc dans GA4, la possibilité de voir des résultats de campagne venant de ces différentes solutions d'A/B test. Encore une fois, Google ici ne peut pas se contenter de mettre en avant 3 éditeurs et dire on aura des intégrations avec les 3 qui sont cités et on n'en aura pas avec les autres. Ça créerait une distorsion de concurrence sur le marché et forcément ils seraient tout de suite attaqués. Donc c'est simplement qu'ils ont préparé ces intégrations avec ces 3 premiers éditeurs.
on peut s'attendre à ce que dans un futur relativement proche, les API soient ouverts plus largement et que les autres éditeurs ne soient pas en reste et travaillent eux-mêmes à leur intégration avec Google Analytics. Voilà, vient maintenant le temps de se préparer un plan d'action, et on va commencer par établir un rétro-planning. On se rappelle de la date butoir, 30 septembre 2023. Vous avez le temps de traiter le sujet pour éviter une interruption dans vos pratiques et dans vos campagnes, mais il faut bien utiliser le temps et pas s'y prendre à la dernière minute. Donc, concernant le process de sélection, vous allez pouvoir commencer par lister vos critères, préparer les questionnaires pour les éditeurs, peut-être aller en RFI, RFP. Ça tombe bien, on dispose d'éditeurs français, locaux, ou d'éditeurs bien implantés en France, donc profitons-en. Voilà, donc ensuite vous allez traiter les sujets d'évaluation, de démonstration, propositions commerciales avec les budgets, etc. Bien anticiper les délais. Donc, il y a le délai qui va être nécessaire à établir une sélection, à faire le choix, à travers le process de sélection dont on a parlé. Et une fois que ce choix sera fait, il y aura encore des étapes derrière. Il va falloir contractualiser avec cet éditeur, c'est-à-dire qu'il va falloir pour vous, à tous les coups, faire référencer cet éditeur en tant que fournisseur. Il y a un script ou plusieurs scripts qui vont se retrouver en production sur votre site web. Donc, il y a des chances que votre IT nécessite et exige de faire une recette et des tests de sécurité sur ces scripts. Puis ensuite, il y aura la phase où ces scripts devront être mis en production. Si vous êtes en méthode agile avec des sprints sur 3 semaines, c'est assez facile de louper un sprint et d'avoir le tag qui est mis en prod plus tard. Bon, voilà. Et puis ensuite, le sujet de la reprise de l'existant. Donc là-dedans, il faut être assez systématique et faire un peu du Sherlock Holmes. Souvent, on rencontre des personnalisations qui sont en fonctionnement sur les sites, qui existent, qui sont en mode Shadow IT, qui sont parfois oubliés et pas documentés. Ça arrive, donc si vous voulez éviter les interruptions de service sur ces personnalisations, il faut être un petit peu précis, un petit peu systématique. Et puis enfin, anticiper sur les besoins en formation, le ramp-up interne de vos équipes et aussi les formations chez vos prestataires externes. Voilà, je vous remercie. En conclusion, on peut dire que vous avez le temps, d'ici au 30 septembre, de vous préparer à la fin de Google Optimize. Vous avez le temps, mais en revanche, il n'y a pas trop de temps à perdre. Il faut s'attaquer au sujet ou au moins établir le rétro-planning pour ne pas être pris de court. Et dans toutes ces étapes, le message de la fin, c'est que Clever Edge peut vous assister dans cette phase de transition et peut vous assister aussi ensuite sur votre accompagnement dans votre démarche CRO avec votre future solution d'A/B testing. Merci. Eh bien, merci Christophe. On passe maintenant à l'habituel top et flop. Alors peut-être un flop pour commencer, Fred ? Alors le flop, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater, c'est ChatGPT. On nous bassine avec ça à toutes les sauces. Alors pourquoi c'est un flop pour nous ? Parce que c'est le symbole de la mise en avant de la techno sans business case. Aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT. Avec des excès totalement abusifs, ça fait baisser les cours de bourse des actions, ça fait trembler les acteurs comme Microsoft, comme Google, etc. Et il n'y a aucun business case. Donc on ajoute à la longue liste des mises en avant de technologies sans business case un nouveau cas. On a eu les NFT, on a eu la blockchain, aujourd'hui on a ChatGPT. Voilà. Alors, on peut s'amuser à détourner aussi ChatGPT en lui posant des questions comme vous pouvez le voir là sur les différents écrans. C'est assez facile de mettre en défaut la techno et de mettre en doute un potentiel business case derrière. Mais attendons le business case. Faisons pas comme le créateur de ChatGPT qui explique qu'il a lancé le projet et qui demandera à ChatGPT de trouver le business case. Bon, si on pourrait revenir en mettant les choses dans l'ordre, ça serait sûrement plus vertueux. Alors pour le top, moi je vous propose un petit détour par le commerce composable. Voilà, c'est un peu le mot à la mode. Voilà, les microservices c'est fini, le headless c'est du passé. Le commerce composable est le nouveau mot-clé dans le bingo digital.
Donc commerce composable, ça veut dire de pouvoir substituer une fonctionnalité d'une solution par une autre. Et c'est un petit peu synonyme d'ouverture. Alors c'est vrai qu'on a vécu toute l'ère des monolithes avec des outils comme Magento, comme Salesforce Commerce Cloud, comme Shopify. Donc très bons outils par ailleurs, mais dont l'architecture était un petit peu concentrée. Toutes les fonctionnalités très sophistiquées étaient à un seul endroit. Et c'est vrai qu'on voit des ouvertures. Un Adobe Headless, un Salesforce Commerce Cloud qui commence à promouvoir justement d'aller découpler le back et le front, et un Shopify qui est, dernière annonce en date, un promoteur tout à fait original du commerce composable avec ce qu'ils appellent les commerce components. Donc tout cela est dans l'air du temps, ça fait écho à l'alliance Mac dont on vous a déjà parlé. Est-ce que pour toi, Fred, ça nous rappelle pas quelque part, on refait l'historique en tant que vieux papy du web, ça nous rappelle pas quelque chose, cette volonté des éditeurs de rendre leurs architectures un peu plus ouvertes ou un peu plus interchangeables? Ouais, ben, tout à fait, Olivier. C'est vrai que ce cycle, cet éternel recommencement du monolithe qui, au bout d'un moment, met le client dans une situation de dépendance forte et qui nécessite une réaction d'ouverture. Ça rappelle la période qu'on a connue avant la bulle Internet où on avait toute une série de monolithes qui existaient, du ATG, puisqu'on en a parlé, du Broadvision, du Spectra, etc. Il y avait toute une série de monolithes qui étaient poussés par les éditeurs, qui ont pour la plupart un peu abusé en termes de valeur par rapport au coût du logiciel. Et la réaction du marché, ça a été la poussée de l'open source. Donc on a eu une réaction qui est de dire on a besoin de liberté, on a besoin d'ouverture et arriver à l'open source. Et là, on rejoue un peu le même scénario, après avoir recréé des situations de monolithe, avec en plus un modèle SaaS qui est presque encore plus enfermant que les solutions on-premise. Une des réponses du marché, c'est on veut plus de liberté, le commerce composable est une des réponses. Qui offre des perspectives intéressantes en termes d'ouverture du système d'information. Mais c'est assez amusant de voir que l'histoire se répète. Voilà. Donc c'est plutôt un top en effet de voir le marché se réouvrir, un peu plus d'ouverture et un peu plus de liberté de choix. Voilà. Mais ça nous rappelle quelque chose. C'est ça, ça fait un peu écho. C'est plutôt vertueux pour les clients, c'est plutôt vertueux aussi pour les sociétés comme nous, parce que ça demande quand même beaucoup de capacité à inventer les futures architectures, à devenir des designers d'écosystèmes digitaux dits composés. Et honnêtement, c'est pas évident. Donc je pense que ça va être une tendance à suivre par nos clients et par nous-mêmes. Super. Et comme on est en pleine réforme des retraites, on a peut-être repris 2 ans de plus. Donc on va continuer à accélérer le rythme. Pour préparer de nouveaux papilles du web jusqu'à 62, 64, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc dans tous les cas, à bientôt. À bientôt. Salut Olivier, à bientôt. Salut Fred, au revoir.